tu es ton propre patron, cette satisfaction-là te fait supporter de travailler autant d'heures pour aussi peu de revenus. Voilà. Qui d'autre que quelqu'un qui se sent son propre patron serait en capacité d'accepter des conditions de travail inacceptables? Pour être assez juste, il s'agit de dire que là, on va parler de 80% de la population agricole, ce qui nous enlève pas de la tête que y a une partie de la population agricole qui est gagnante de la modernisation agricole. Il y a une lutte des classes qui s'opère au sein de la population agricole. Donc voilà, je fais cette parenthèse pour ne pas peut-être rejouer une espèce d'unité totale agricole ou une espèce de fantasme victimaire de la population agricole. C'est la grande victoire de la FNSEA depuis toutes ces années. C'est mon exemple entre Bernard Arnault et le commerçant du coin. Voilà, ils arrivent à opérer finalement ce voilement de ce rapport de force, cette dissimulation-là, des conflictualités énormes, mais du coup qui ont lieu que en interne. Et ça, quand on discute entre quatre yeux, dans un moment privé, avec n'importe quel conventionnel, on va dire, de revenus moyens et de taille moyenne, ça sort, ça arrive. Et ça va nous parler de celui qui est le plus gros de la région, de celui qui tire ses marrons du feu. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement présent dans le quotidien et dans les préoccupations des agriculteurs, mais ça se dira jamais à un micro, quoi. Voilà. Parce qu'on divise pas les paysans. Voilà, je reviens à mon propos d'avant. Et ça existe dans cette particularité, en effet, cet artefact, cette anomalie finalement de la logique industrielle qui fait que dans l'industrialisation de l'agriculture demeure pris en étau la production agricole massivement structurée autour de l'organisation familiale. Et c'est une anomalie, voilà. Dans une logique purement industrielle et capitaliste, ça aurait dû disparaître le statut d'exploitant familial. Ça aurait dû être totalement intégré. D'ailleurs, c'est le terme consacré dans une logique d'intégration. Il y a eu des tentatives de logique d'intégration. Ça existe, l'intégration. Donc, le terme intégration en agriculture, pour les auditeurs et les auditrices, c'est, allez, schématiquement, la même boîte, grosse entreprise, qui va vendre l'intrant. Donc, typiquement, on a ça en élevage, qui va vendre le veau à la naissance, qui va vendre la nourriture pour la bête, qui va vendre les soins pour la bête, etc. à finalement l'opérateur paysan agriculteur qui va s'occuper de la production, de l'engraissement, de la vie de la bête, et puis c'est la même boîte qui va acheter finalement au bout du compte le produit fini, la bête à l'abattage. Il y a eu des résistances à cette logique d'intégration, mais dans une pure logique industrielle, finalement, il devrait y avoir que des salariés de multinationales conducteurs de tracteurs. Voilà, ce qui existe. Donc il y a une partie de la production agricole aujourd'hui qui est totalement intégrée et qui repose sur, schématiquement, je caricature, mais un salarié Monsanto sur un tracteur, quoi. Mais je sais pas, allez, j'avance un chiffre là, je suis pas sûr de moi, mais à 80%, voilà, en termes d'ordre de grandeur, à très grande, massivement, c'est l'exploitation familiale qui demeure. Qui est une particularité française aussi, je veux dire, d'autres pays, c'est un peu différent. Assez française, voilà, pas que, pas que, mais oui, en France, c'est un trait caractéristique pour une grande nation qui produit, dans notre balance commerciale, l'agriculture pèse plus lourd que certains de nos voisins, européens notamment. Et oui, si on prend d'autres pays, je sais pas, je prends le Brésil là où j'ai eu la chance d'être invité il y a pas longtemps, qui est un des très grands exportateurs de l'agro-industrie. Voilà, alors là c'est plus clivé, là c'est directement les grandes entreprises qui détiennent les productions d'export, et après un maillage incroyable de petites productions traditionnelles qui nourrissent 70% des Brésiliens. D'accord. Donc voilà. Chez nous, c'est plus mélangé. Donc, ce va être le même modèle finalement familial qui va produire pour l'industrie domestique et l'industrie internationale. Donc voilà, ça a suivi des trajectoires un peu différentes. Et il y a au moins deux explications au fait que soit encore présent cette anomalie de l'histoire industrielle. Quand on est de bonne humeur, on peut se pencher sur la première explication, qui serait de dire qu'il y a eu des luttes. Il y a eu des luttes face à ces tentatives d'intégration totale. Le premier syndicat, qui n'est pas la FNSEA, le premier syndicat concurrent de la FNSEA, est-ce que tu sais lequel c'est ? Aujourd'hui,
il y a 4 syndicats, on va dire, si on prend pas les syndicats viticoles, voilà, des syndicats vraiment généralistes. La FNSEA, la Confédération paysanne, donc issue de la gauche paysanne, voilà, la coordination rurale, qui se dispute, et là c'est une des clés de lecture du mouvement en ce moment, hein, qui dispute l'hégémonie à la FNSEA, mais qui est le dernier arrivé, qui a été créé dans les années 90, et qui sont des dissidents de la FNSEA. Mais il y a le MODEF. Et le MODEF, c'est en 1954 le syndicat du Parti communiste. Okay. Le syndicat des exploitants agricoles du Parti communiste. Le passé productiviste du Parti communiste qui existe toujours, qui existe toujours et qui aujourd'hui, 70 ans après, est assez proche des positions de la Confédération paysanne et souvent en alliance. Ici dans les Alpes, ça existe dans les Hautes-Alpes, mais voilà, très très peu. Il y a des endroits, ils sont très présents, dans les Landes, dans le Sud, etc. Bref, MODEF, ça veut dire quoi? Ça veut dire mouvement de défense des exploitations familiales. Donc dès les années 50, au moment où commence la modernisation agricole, le parti pris du Parti communiste, qu'on imagine un peu embêté avec la question paysanne depuis tout le temps, hein. Si on lit Marx, il y a un rapport très ambigu, hein, est-ce que c'est des patrons, pas des patrons? Voilà. Ils sont propriétaires de la terre, enfin voilà, c'est pas des prolétaires non plus, c'est un objet un peu dont on se méfie dans la culture communiste. Bon, il y a un syndicat qui émerge, et l'objectif visé est donc de soutenir le productivisme. Ils sont productivistes, mais ils souhaitent défendre l'exploitation familiale. Et cette idée-là est partagée par un certain nombre d'autres courants qui vont donner lieu, dans les années plutôt 60, là, avec les lois Pisani, à ce qui va essayer de défendre l'agriculture familiale malgré l'industrialisation. Donc il y a des luttes et du coup du rapport de force là-dedans, et ça va donner la SAFER. La SAFER, donc qui contrôle, c'est l'organisme par lequel passent toutes les cessions de terre, et donc qui a été inventé pour justement limiter l'accaparement des terres par les mêmes, etc. Donc ce qu'on appelle le contrôle des structures. Quand on est de bonne humeur, on peut dire et c'est totalement vrai, qu'une des raisons à cette présence massive du statut familial dans cette logique industrielle est due à des combats et des institutions qui ont été créées pour ça. Voilà, quand on est mal luné, qu'on s'est levé du pied gauche, on voit le verre à moitié vide, et on peut se dire, ce qui est aussi vrai, que probablement ça arrange pas mal le complexe agro-industriel de faire face à des petits indépendants, plutôt qu'à des salariés. On peut imaginer que après-guerre, le rapport de force du prolétariat n'est pas le même qu'aujourd'hui. Voilà, les gens redescendent armés du maquis, on a un parti communiste fort, on a une CGT qui fait un salarié sur 3. Donc on peut imaginer de transformer du jour au lendemain plusieurs millions de paysans en salariés. Ça... c'est pas une idée qui les ait fait frémir. On peut être de culture un peu anard et avoir des critiques à porter sur le salariat, et en effet il le faut, mais il faut se rappeler qu'au 19e siècle, le salariat est une conquête ouvrière, et que dans sa version la plus pure, le capitalisme préfère faire face à des indépendants, plutôt que des salariés qui ont des droits, qui sont organisés. On s'en rappelle maintenant avec Uber et compagnie. Et donc on peut... évidemment, ça a été pensé aussi comme ça, et en même temps qu'il y avait des luttes pour se défendre. Voilà, les deux sont vrais, et de fait, aujourd'hui, on peut très bien se dire, qui d'autre que quelqu'un qui se sent son propre patron et libre sur sa ferme? La question de la liberté, je pense qu'il va falloir qu'on en parle, elle est très importante on la voit à chaque fois qu'on regarde quelque chose dans l'agriculture. Bon, au moins, tu es ton propre patron, cette satisfaction-là te fait supporter de travailler autant d'heures pour aussi peu de revenus. Voilà. Qui d'autre que quelqu'un qui se sent son propre patron serait en capacité d'accepter des conditions de travail inacceptables?